Ce soir, à la Pige en direct, les chantiers résidentiels explosent à Saguenay. Une centaine de chantiers ont été entamés en janvier. La sécurité des enfants au cœur des priorités à Alma. Parce que les autos commencent d'aller de plus en plus vite, puis ça commence à être dangereux. Et un Jonquiérois au championnat canadien de curling masculin. Bonne fin de journée tout le monde et bienvenue au bulletin de la Pige en direct. Le nombre de nouvelles constructions explose dans la région. En près d'un mois, plus d'une centaine de maisons ont vu le jour à Saguenay. Anaïs, tu nous expliques le rapport de la Société canadienne de l'habitation qui est sorti aujourd'hui. En effet, Kevin, comme mentionné précédemment, les données qui sont sorties dans le rapport aujourd'hui sont assez impressionnantes. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a vu une hausse qui a touché toute la région. En près d'un mois, c'est 1020 logements, en fait maisons en chantier, qui ont vu le jour depuis le début de l'année, depuis un mois en fait. J'aurais aimé ça pouvoir vous donner le pourcentage exact de ces données-là. Malheureusement, les données sont tellement importantes, le pourcentage est tellement élevé que la SCHL a mentionné que cette donnée-là n'était non quantifiable puisque la valeur était trop importante. Donc, vu cette donnée-là, on peut voir que cette donnée est assez historique au Saguenay. J'aurais aimé ça pouvoir vous donner des réponses quant aux raisons qui expliquent cette hausse importante, mais on n'a pas eu de réponse aujourd'hui en lien avec le dossier, puis on n'a pas pu savoir les raisons pour lesquelles cette situation est présente au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais Anaïs, au Canada, c'est tout le contraire. Oui, en effet, au pays, en fait, la tendance est tout à fait différente. En fait, j'aimerais mieux dire qu'elle est contraire parce que, comme on a pu voir au Canada, c'est une diminution des maisons en chantier qu'on a vu, une diminution de près de 10 ce qui est assez impressionnant si on se fie si on compare à la situation du Saguenay précisément. Au Saguenay, c'est important. Au Canada au complet, ça diminue. Mais il faut prendre en considération la donnée qui vient appuyer le fait que malgré tout, dans les villes de plus de 10 000 habitants, villes comme celle de Saguenay, on peut voir que le marché est assez particulier parce que c'est quand même quelque chose d'important. Malgré la baisse, c'est 13 des nouvelles mises en chantier qui sont plus importantes partout au Saguenay. Donc, Québec accorde une aide financière de 400 000 à Diffusion Saguenay afin de bonifier les installations de plusieurs salles de spectacle. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a affirmé par voie de communiqué que l'initiative contribuera non seulement à maintenir la qualité des productions, mais également d'offrir une expérience enrichie aux artistes et au public. Le Théâtre C de Chicoutimi, le Théâtre du Palais municipal et le Théâtre Palace recevront une partie de l'argent du gouvernement provincial. Des chercheurs du Québec et du Nouveau-Brunswick ont lancé un appel afin de dénoncer le manque d'investissement en recherche scientifique au Canada. Le problème affecte également les centres de recherche de l'Université du Québec à Chicoutimi. Zachary Desrosiers a les détails. Des chercheurs du Québec et du Nouveau-Brunswick ont lancé un appel afin de dénoncer le manque d'investissement en recherche scientifique au Canada. Le problème affecte également les centres de recherche de l'Université du Québec à Chicoutimi. La baisse du financement pour les projets de recherche scientifique touche de plein fouet les chercheurs de l'Université du Québec à Chicoutimi. Pour la directrice en santé durable, la diminution des investissements depuis 22 ans est une situation préoccupante. Bien, c'est tout à fait inquiétant parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on est de plus en plus de chercheurs au Canada. Et pour avoir une place comme chercheur autonome, bien, il faut arriver à avoir des subventions de recherche. Les subventions de recherche, c'est compétitif, alors les taux de succès sont quand même assez faibles. Et lorsqu'on ajoute des joueurs bien, qui se partagent la même tarte, ça devient de plus en plus difficile de maintenir une carrière de recherche. Depuis maintenant 20 ans, les bourses que reçoivent les élèves sont les mêmes malgré l'inflation. Donc, selon le co-directeur du Centre des recherches sur la Boréalie, il est important d'investir dans la recherche. Ça, c'est important parce qu'il faut que les étudiants, il faut que les jeunes comme vous veuillent faire des études de maîtrise, doctorat, au lieu d'aller travailler un emploi qui va vous payer tout de suite 60 000 par année. C'est important de favoriser la recherche parce qu'une maîtrise, un doctorat, qu'est-ce que ça fait? Ça vous fait travailler dans quelque chose que vous allez aimer. Vous ne ferez peut-être pas des salaires faramineux,
mais au moins vous allez aimer ce que vous allez faire, puis ça, c'est quelque chose d'important. L'UQAC se place parmi les meilleures écoles au Canada en termes de financement fédéral, ce qui fait le plaisir du recteur. Le financement fédéral est attribué essentiellement, comme ça a été mentionné ce matin, là, du côté des U15, donc les 15 plus grandes universités, incluant Toronto, McGill de ce monde. Mais l'UQAC, depuis un certain nombre d'années, est en grande croissance en termes de subventions de recherche. Et tout ça, c'est grâce à la qualité de nos professeurs, c'est grâce aux demandes de subventions. Jeudi, 123 chercheurs universitaires au Québec ont envoyé une lettre au ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, afin de dénoncer le manque de financement pour les rechercheurs scientifiques. Ils espèrent donc une action rapide du gouvernement. Ici Zachary Desrosiers, La Pige en direct, Saguenay. Alors que le Québec connaît une hausse des médecins de famille, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle, en perd 3. Tous les détails au retour. Des enfants sensibilisent les automobilistes à la prudence. Une activité de prévention a été organisée aux abords de l'école Saint-Joseph à Alma ce midi, dans le cadre de la campagne provinciale de sécurité en transport scolaire. Des élèves ont notamment distribué des dépliants. Un reportage de Mathilde Guémené. Sensibilisation pour les routes. Les élèves sont les premiers impactés par les comportements non sécuritaires à l'abord des écoles primaires. Je traversais avec mon brigadier, puis là, c'était un taxi, il n'a pas eu le temps de s'arrêter, il a presque écrasé moi, mon frère et ma sœur. Pour sensibiliser les automobilistes, un sac à dos cinémomètre, l'outil qui permet de calculer en direct la vitesse de circulation, était porté par un élève. Des dépliants sur les rappels de sécurité étaient aussi distribués aux automobilistes qui passaient au niveau du barrage. C'est bon, ça. C'est 30 km, hein, les zones scolaires? Les automobilistes peuvent oublier d'arrêter sur les feux clignotants d'un véhicule scolaire, qui est très important, parce que les jeunes, soit qui sont en embarquement ou en débarquement. Selon la Sûreté du Québec, ce sont souvent les parents qui se trouvent dans les zones scolaires et qui ne respectent pas les limites de vitesse ou les arrêts. Le 3-4 minutes, s'ils peuvent partir plus tôt, ça va éviter d'aller 45-50 km/h. Donc, ça peut sauver des enfants, puis ça peut vous sauver également un constat d'infraction. On n'est pas à une minute près, je pense que c'est important. Les automobilistes ne sont pas les seuls à oublier les règles de sécurité. Il y a des jeunes, des fois, eux aussi oublient les règles de sécurité, ça fait qu'il faut les protéger. De la sensibilisation beaucoup auprès des jeunes, c'est-à-dire que être conscient de ces angles morts-là, de toujours s'assurer d'être vu auprès des automobilistes et auprès du conducteur aussi. Le centre de service scolaire du Lac-Saint-Jean intervient auprès de 24 écoles primaires et secondaires pour sensibiliser les élèves. Une autre activité va avoir lieu la semaine prochaine à l'école Saint-Antoine de Saint-Gédéon. Mathilde Guémené, La Pige en direct, Saguenay. 280 médecins se sont ajoutés aux effectifs médicaux du Québec dans la dernière année, selon les plus récentes données du Collège des médecins du Québec. Pratiquement l'ensemble des régions du Québec ont fait des gains d'effectifs, à l'exception de 4 régions. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean en fait partie, avec une perte de 3 médecins de famille en 2023, tous occasionnés par des départs à la retraite. Une situation qui inquiète notamment l'Association des médecins omnipraticiens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'AMOSL. Cette année, c'est la première fois qu'on est avec un solde négatif. Fait que, tu sais, c'est quand même préoccupant, même si 3, ça peut paraître peu. Là. On est 330 quelques médecins de famille dans la région. Là. Du côté fédéral, l'application gouvernementale ArriveCan, qui devait coûter 80 000 millions de dollars, a finalement coûté beaucoup plus cher. Louis-Éric, le dossier connaît encore des développements? Oui, effectivement, de 80 000 à 60 millions, c'est quand même 750 fois la somme estimée selon la vérificatrice générale. ArriveCan, c'est quoi? C'est une application qui a été développée pour permettre aux Canadiens qui sont à l'étranger de s'enregistrer et de déclarer si oui ou non ils ont eu des symptômes de la COVID-19. La raison pourquoi je vous en parle aujourd'hui, malgré que ça a été développé en 2020, c'est que la compagnie qui l'a fait, GC Stratégie, a fait l'objet d'une enquête de la presse. 258 millions de dollars ont été accordés à la compagnie sur 140 contrats différents, tous par le gouvernement du Canada et tous depuis 2015. La compagnie, vous le voyez, ça, c'est le siège social de la compagnie qui compte présentement, au moment où on se parle, 2 employés qui sont responsables de sous-traitance. Donc, en fait, ils n'ont même pas développé les applications, mais ils ont encaissé l'argent qui vient avec. 2015, c'est l'année aussi où Justin Trudeau et les libéraux sont arrivés au pouvoir. Ça va être un sujet de discorde assez important à Ottawa.
Oui, effectivement, les réactions sont assez vives. La vérificatrice générale elle-même a dit qu'il s'agit probablement de l'une des pires documentations financières qu'elle n'a jamais vues. Pour l'opposition, on se donne à cœur joie. Fidèle à son habitude, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, est arrivé avec un nouveau slogan assassin, un nouveau jeu de mots, « Arrive scam », donc littéralement « Arrive arnaque » en français. Pour les conservateurs, on veut que la GRC se penche sur le sujet qu'ils qualifient de corruption. Le Bloc québécois, eux, ils vont un peu plus léger, mais veulent quand même mettre l'Agence des services frontaliers sous tutelle. Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, veut, et je cite, récupérer l'argent des citoyens qui a été visiblement mal géré. Les libéraux, eux, se défendent en disant que c'était la COVID et qu'il fallait agir rapidement malgré les mesures sanitaires. Eh bien, merci beaucoup, Luré. Hugo Montreuil, on aura eu droit à une belle journée aujourd'hui? Oui, en effet, Kevin, le soleil s'est pointé le bout du nez tout au long de la journée. La température a atteint des moins 10 degrés Celsius, ressenti moins 15 avec le refroidissement éolien. Il y a eu des alternances de soleil et de nuages ce matin. Et en avant-midi, le soleil a pris la place pour y rester tout au long de la journée. Une journée assez confortable pour le mois de février. Il fait présentement moins 13, ressenti moins 17 avec le facteur vent. Déjà 6 mois que les Canadiens n'ont plus accès aux nouvelles sur les réseaux sociaux. L'absence de contenu médiatique sur des plateformes comme Facebook et Instagram s'explique par le blocage de Meta en raison de la loi C-18. Ce boycott a grandement affecté le monde des médias qui tentent depuis de trouver des solutions pour informer la population. Nous avons demandé à quelques citoyens s'ils ont constaté la différence. Oui, ça paraît. Pas vraiment, je ne consulte pas vraiment les nouvelles sur les réseaux sociaux. On l'apprend un peu par la bande autrement, là? Pas réellement, non. Oui, parce que c'était principalement ma source principale d'information. Fait que maintenant, je vais plus lire les journaux un à un, comme Le Devoir, La Presse. Ça, c'est vrai, oui. Pour s'informer, avant, tout venait à toi via les réseaux sociaux, mais là, il faut vraiment que tu fasses un pas de plus. Puis j'ai pas l'impression que c'est tout le monde qui fait ce pas de plus-là pour aller s'informer. Fait que ouais, ça change de quoi. Le gouvernement de la CAQ a maintenu son refus d'imposer des sanctions administratives aux conducteurs dès que leur alcoolémie atteint 0,05. La limite d'alcool fixée par le Code de la sécurité routière restera à 0,08. Ce n'est pas la première fois que cette baisse du taux d'alcoolémie est demandée et refusée. Les organismes qui aident les familles des victimes d'accidents de la route causés par l'alcool n'arrêteront pas de se battre. C'est important pour eux que la mort de leur être cher ait un sens, que ça serve à quelque chose en société. Alors, on ne lâchera pas, clairement. C'est juste décourageant parce qu'à chaque fois, on travaille fort puis on ne comprend pas. Dans le fond, les raisons qui nous sont données, pour nous, ne sont pas valables. L'une des plus vieilles franchises de la LHJMQ disputera son 3500e match ce soir. Une entrevue avec l'ancien journaliste des Saguenay-Chicoutimi, Serge Aymon, au retour. Les Saguenayens de Chicoutimi disputeront ce soir leur 3500e match depuis la création de la franchise dans la LHJMQ en 1973. Je me suis entretenu avec l'ancien journaliste sportif au quotidien et auteur du livre « Les Saguenayens, une histoire de fierté » pour parler avec lui des tout débuts de l'équipe et de la manière dont elle a évolué dans les 50 dernières années. Je vous invite à écouter mon entrevue. Serge Aymon, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve aujourd'hui au centre Georges Vézina où tout a commencé en 1973. Vous avez couvert les activités de l'équipe durant presque 40 ans. C'est quoi la différence entre le premier match de l'époque et celui qui va se disputer ce soir? Le nombre de bagarres. Ouais. À l'époque, c'était
C'était du hockey très violent. Il y a un ancien joueur des années 73-74 qui m'avait conté qu'il y avait eu, pendant sa saison, 11 bagarres générales. Maintenant, il n'y a pas 11 bagarres dans une saison. Fait que c'est beaucoup plus du hockey, c'est beaucoup plus axé sur le hockey, c'est beaucoup plus rapide. Et selon moi, l'ensemble des joueurs est plus talentueux qu'à l'époque. Parler des bagarres un peu plus tôt, on le sait, les partisans des SAG sont quand même assez intensifs. Depuis que le jeu physique est moins explosif, est-ce que vous remarquez que les partisans sont peut-être un peu moins impliqués dans les parties qu'avant? Bien, je pense qu'ils sont moins impliqués depuis un certain temps, mais tu as eu une période, là, dans la période de Richard Martel, Patrick Roy à Québec, était une période où il y avait souvent des prises de bec avec des partisans puis des choses de genre. Depuis les événements là, à Bobby Nadeau, Jonathan Roy, là, il y a eu une baisse, puis j'ai l'impression que les participations, l'ardeur des partisans s'est calmée, puis c'est correct. C'est pas aux partisans de faire le spectacle. Mais si tu allais, mettons, à Shawinigan dans les années 80, ben le premier banc, il était à côté de la baie vitrée. Ça fait que le spectateur pouvait se lever puis verser un café sur l'arbitre qui passait. Là. Ça se faisait, tu sais. Fait que tout a changé depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Parler d'aréna, est-ce que vous y croyez, vous, à un nouveau centre après le centre Georges Vézina? Je vais y croire quand je vais en voir. Ouais, j'ai l'impression que ça tourne en rond depuis des années, puis j'espère, parce que, tu sais, c'est un aréna qui est vétuste, puis quand tu vas ailleurs, ben, tu t'aperçois de ses défauts, puis quand tu joues, je l'ai fait un petit peu, là, puis quand tu joues, tu vois les dessous de l'aréna, tu te dis que ce serait bien quelque chose de neuf, de moderne. L'équipe a fêté l'année passée ses 50 ans. Est-ce que, selon vous, l'avenir est prometteur pour les Saguenay-Chicoutimi? Bien, je pense qu'en ce moment, les Saguenayens ont un beau groupe de jeunes joueurs prometteurs. Peut-être pas l'année prochaine, mais je pense que dans 2 ans, si la construction se poursuit correctement, je pense que dans 2 ans, les Saguenayens, les amateurs sont en droit de s'attendre à d'excellents résultats. Bien, je vous remercie, M. Aymon, d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, merci. Hugo, on peut s'attendre à des temps nuageux ce soir? Effectivement, Kevin, du temps nuageux, tu l'as bien mentionné. Des ennuagements sont prévus ce soir du côté du Saguenay, puis partout au lac Saint-Jean. La température va atteindre les moins 17 ressentis, moins 21 avec le refroid éolien. Donc, c'est assez froid. Et au retour, bien, je vous parle d'activités à faire pour la fin de semaine. Une belle fin de semaine qui s'en vient là, pour le week-end. Un Saguenayen au championnat canadien de curling masculin. Jesse Mullen fait partie de l'équipe Québec qui jouera au Brier à partir du 1er mars à Regina, en Saskatchewan. Âgé de 25 ans, Jesse rêve de vivre de son sport. Une opportunité en or s'offre à lui. Un reportage d'Abraham Sander. À 9 ans, Jesse Mullen jouait déjà au curling à Kenogami. 16 ans plus tard, il participe au tournoi le plus prestigieux au Canada, le Brier. C'est sûr, ça, c'est un rêve de jeunesse. C'est un peu comme, si je le compare à un autre sport, c'est un peu comme notre NHL début, un peu, c'est dans la grande ligue. Fait qu'on a vraiment hâte, puis on a vécu des grosses émotions en gagnant ça. Là. Le curling est une tradition dans sa famille. Sa mère a déjà planifié ses congés pour le suivre. C'est vraiment malade. Là. Moi, j'étais enceinte de Jesse quand je jouais. Puis son père, quand il criait « Hurry », il me donnait des coups de... Il me donnait déjà des coups de pied dans le ventre là, quand il entendait crier pour brosser. Fait que ça vient de loin. Il est le seul résident du Saguenay-Lac-Saint-Jean à s'envoler à Regina, en Saskatchewan, pour représenter l'équipe Québec au championnat canadien masculin qui ont lieu du 1er au 10 mars. Le monde en parle beaucoup. Le monde... ça arrive pas souvent nécessairement qu'il y a des gens qui vont au championnat canadien, hommes ou femmes, dans la région. La dernière fois, je pense justement, c'était Robert Desjardins en 2013, si je me trompe pas. Robert Desjardins s'est déjà qualifié à 2 reprises à la célèbre compétition. Il voit en Jesse le futur de son sport. C'est peut-être le seul joueur avec qui, en compétition 1 contre 1,
il a remporté plus de victoires que moi. Mais tu sais, à quelque part, 6 pieds 2 pouces, si c'est pas plus que ça, un brossage extrêmement puissant. Donc, quand on faisait nos petites parties, il y avait un petit edge. Bien qu'il figure parmi les meilleurs curleurs au Québec, Jesse doit travailler comme fonctionnaire pour gagner sa vie. Ce serait mon plus grand rêve, là, ça serait de devenir un top mondial, jouer peut-être même le numéro 1 un jour. Ça serait mon grand rêve ultime. C'est-tu réalisable? Je te dirais peut-être que oui, mais il y a peut-être 6 à 10 équipes là, qui réussissent à faire ça dans une vie. Une belle performance au Briar pourrait ainsi changer le monde de Jesse. Abraham Santerre, La Pige en direct, Saguenay. La Berrivraine Valérie Maltais a terminé 10e sur 20 patineuses aux 3000 mètres des mondiaux de patinage de vitesse sur longue piste à Calgary, en Alberta. Isabelle Wedeman d'Ottawa a impressionné en obtenant la 2e position et Ivani Blondin a conclu l'épreuve au 6e rang. Le Royal de Métabetchouan jouera un match important demain. Hugo Montreuil vous donnera les détails dans un instant. C'est demain que débutera les représentations de la comédie musicale du Cégep de Jonquière. Cette année, les spectateurs retrouveront Willy Wonka dans l'univers de sa chocolaterie. Au total, ce sont plus de 90 élèves qui travaillent depuis 1 an. Cette expérience leur permettra d'enrichir leur parcours scolaire. Une super grosse expérience, puis aussi, tout le monde a choisi le poste qu'il voulait faire. Moi, par exemple, qui adore la coordination, la direction de prod, c'est ce que je veux faire dans la vie, bien, la comédie musicale, ça a été la meilleure des écoles. Ça a été touché à du vrai budget, puis avec du vrai monde, puis aller chercher des commandites, puis ça a été vraiment la meilleure des écoles. Hugo, à la météo, il faut être bien habillé pour être à l'extérieur en fin de semaine? Effectivement, Kevin, bien que les journées seront nuageuses pour celles de vendredi et de samedi, c'est le temps froid qui va prendre le dessus. Gare aux engelures. Il fera en moyenne moins 15, ressenti moins 20 dans ces journées. C'est une journée ensoleillée qui nous attend dimanche. Et la semaine dernière, la ville de Saguenay avait fermé ses patinoires extérieures vendredi et samedi en raison du temps doux. Eh bien, c'est l'inverse qui va se passer cette semaine avec le temps froid. Donc, pour les familles, autant les plus jeunes que les plus vieux, c'est une belle activité à faire. Parlant de patinoire et de hockey, on va surveiller le Royal de Métabetchouan au niveau du M13-2B au tournoi international d'hockey Pee-Wee de Québec. Ils disputeront un match demain à 16h45 face à l'Express Rive-Sud 2. C'est une équipe de Lévis qu'ils connaissent très bien. Ils ont disputé un match un peu plus tôt, ces deux formations-là, en tournoi. Et la formation de Métabetchouan avait remporté le match. J'ai parlé avec l'entraîneur aujourd'hui. Il est très content de ces jeunes jusqu'à présent. C'est une belle expérience pour eux. Donc, évidemment, on va leur tenir nos encouragements de leur côté. Eh bien, merci beaucoup, Hugo. On va suivre ça avec intérêt. C'est ce qui complète cette édition de La Pige en direct. On vous laisse sur des images des CF-18 qui ont survolé le ciel de Saguenay aujourd'hui. Merci de nous faire confiance. Bonne soirée.